Bon, il arrive quand même parfois qu'on lui demande des comptes, mais il a tout prévu. Dans un bureau secret situé 2 étages sous les bureaux de sa société, il a mis en place une équipe de 2 personnes chargées de produire des faux documents, des relevés d'activité, des fausses factures, et j'en passe. Ça, bien sûr, personne n'est au courant, ni les employés de sa société, ni les membres de sa famille qui travaillent pour lui, son frère, Peter, sa femme et ses 2 fils, Mark et Andy. Toutefois, au tournant des années 2000, des bruits commencent à circuler. La SEC, l'organisme de régulation des marchés financiers, reçoit un beau matin le rapport d'un certain Harry Markoupoulos, un analyste financier. Il démontre, preuve à l'appui, que Madoff a organisé une pyramide de Ponzi de plusieurs milliards de dollars. Le rapport est accablant. Mais par chance, Bernard Madoff possède de nombreux amis au sein de l'organisme auxquels il a rendu de précieux services par le passé. Il leur a permis, entre autres, de faire arrêter des fraudeurs qui sévissaient sur les marchés à une certaine époque. In today's regulatory environment, it's virtually impossible to violate rules. On croit rêver. Mais cela suffit à faire de lui un homme insoupçonnable. Alors, on le laisse tranquille. Furieux de ne pas être pris au sérieux, Markoupoulos alerte les médias. L'organisme est obligé de procéder à des vérifications. Pour Madoff, pas de quoi s'alarmer, l'enquête se résume à un simple coup de fil au cours duquel on lui demande s'il possède un fonds spéculatif secret. À votre avis, que répond-il? Non, évidemment. Fin de l'enquête. Toutefois, les articles parus dans les journaux alertent plusieurs clients qui demandent à vérifier l'historique de leur portefeuille d'actions. Aucun problème, avec 2 de ses acolytes, Bernie crée une interface numérique entièrement fictive. Elle retrace des transactions tout aussi fictives des actions de ses clients. Il va même jusqu'à créer un faux livre de compte et pour lui donner un air usé par le temps, il leur demande de malaxer les feuilles puis de les mettre au réfrigérateur. Et ça passe. Madoff s'en tire une fois de plus. Au début des années 2000, le voilà donc à la tête d'une fortune personnelle estimée à plus de 850 millions de dollars. Il possède plusieurs propriétés à New York, à Miami, mais aussi à Antibes sur la côte d'Azur. Mais vous le savez, toute chose a une fin et un événement que personne n'avait prévu va précipiter la chute du roi de Wall Street. Nous sommes en 2008 et cette année-là, une crise sans précédent s'abat sur les marchés. C'est la crise des subprimes. Elle débute en 2007 quand les ménages américains à faible revenu ne parviennent plus à rembourser les crédits qui leur ont été consentis pour l'achat de leur logement. Les taux d'intérêt ont grimpé en flèche, ce qui entraîne de nombreux défauts de paiement, la chute des prix de l'immobilier et de grosses difficultés pour les banques à trouver de l'argent. Conséquence, la bourse de New York dévisse et en 2008, c'est le krach mondial. Chez les épargnants, c'est la panique. On se précipite auprès des organismes financiers pour récupérer l'argent qu'on a investi en bourse. Les clients de Bernard Madoff ne font pas exception. Ils sont des milliers à réclamer le fruit de leurs investissements. Sauf que, souvenez-vous, le financier n'a jamais rien investi. Alors, quand en décembre 2008, on le presse de rembourser 7 milliards de dollars, il en est bien incapable. Et pour cause, il ne les a pas. Sa cassette personnelle ne contient que 900 millions. La pyramide de Ponzi que Madoff a construite s'écroule en quelques jours, le 11 décembre 2008, dos au mur. Il réunit sa famille pour tout leur avouer. Le lendemain, ses fils le dénoncent au FBI et Madoff est aussitôt arrêté et écroué. À New York, des milliers d'épargnants prennent tout à coup conscience qu'ils sont probablement ruinés. Parmi les plus grosses victimes, on trouve un certain Thierry de Villehuchet, un gestionnaire de fortune français dont j'ai cité le nom tout à l'heure. L'escroquerie de Bernard Madoff lui a coûté la somme d'1,4 milliard de dollars. Il a non seulement perdu l'entièreté de sa fortune personnelle, mais aussi les millions que ses clients lui avaient confiés. Parmi eux se trouve Liliane Bettencourt, la femme la plus riche du monde. Acculé par les dettes et par la honte, il mettra fin à ses jours. De leur côté, les Madoff subissent une véritable descente aux enfers. Marc, l'aîné des fils, ne supporte pas la honte qui s'est abattue sur sa famille. Et le 11 décembre 2010,
il se pend dans son appartement de Manhattan. Quant à Bernie, jusqu'à sa mort en 2021, il reste fidèle à lui-même. En 2017, au sein du pénitencier de Caroline du Nord, où il est incarcéré, il négocie à bon prix les boîtes de chocolat en poudre auprès de l'intendance. Puis, il les revend plus cher à ses codétenus. Vous le voyez, je ne vous avais pas menti, Bernard Madoff est bien le plus grand escroc de tous les temps.